Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'Iran, mais au début du XXe siècle, qui se dote d'une constitution, faisant passer l'Iran dans une nouvelle ère, celle de la constitution passant par l'absolutisme qui prend fin. Mais la résistance face aux intérêts russes et britanniques ne fait que croître, surtout que ces deux puissances sont en partie maîtres de l'Iran. Le pays fut gouverné de façon parlementaire ou autoritaire de façon fluctuante selon les souverains et les circonstances du pays. Vous voulez en savoir plus sur l'Iran au XXe siècle et son pétrole? Venez avec moi. C'est un chat fortement diminué par la maladie qui, en ce 7 octobre 1906, se déplace pour faire une brève allocution lors de la séance inaugurale du Parlement. Formé principalement de marchands et d'intellectuels, les nationalistes iraniens qui combattaient l'influence des Anglais et des Russes dans leur pays avaient forcé le Shah Mozaffar al-Din de la dynastie des Qadjars à accepter cette réforme. À la faveur d'une révolution constitutionnaliste, l'Iran passe de l'absolutisme à la monarchie constitutionnelle. Il dispose désormais d'un président du Conseil élu démocratiquement. Ce n'est pas un bon jour pour le Shah. Le clergé avait en plus imposé à Mozaffar al-Din de faire office de représentant de l'imam caché, le Mahdi, qui dans le chiisme duodécimien est censé revenir à la fin des temps pour libérer le monde. C'est à la fin du mois de décembre, sur son lit de mort, que le Shah d'Iran appose finalement son royal paragraphe au bas de la nouvelle constitution. 5 jours plus tard, la nouvelle de son décès tombe. Mozaffar al-Din avait été un souverain sans grande envergure auquel les nationalistes reprochaient d'avoir trahi et ruiné la Perse en distribuant les concessions économiques aux Britanniques et aux Russes. Mais pour l'historiographie iranienne, la signature de cette constitution est considérée comme une révolution qui marque la fin du Moyen-Âge en Perse. Le fils du Shah défunt, Mohammad Ali, accède au pouvoir à l'âge de 35 ans. Il apparaît bientôt que ce nouveau roi cherchait à restaurer l'ancien ordre établi. C'est aussi ce que voulaient les Britanniques et les Russes, pour qui la monarchie constitutionnelle constituait un obstacle. Il était plus facile de négocier avec un monarque entouré de quelques conseillers que d'affronter plusieurs dizaines de parlementaires. Les intérêts de ces deux grandes puissances étaient encore en concurrence dans le royaume d'Iran. Mais compte tenu des nouvelles alliances conclues à travers l'Europe à la veille de la Première Guerre mondiale, Londres et Moscou ne cachaient pas leur volonté de réguler leur course aux zones d'influence dans le royaume de Perse. Le 31 août 1907, les représentants des deux pays signent à Saint-Pétersbourg le traité de Reval, par lequel les Britanniques devenaient maîtres du sud-est de l'Iran et les Russes du nord-ouest. Les deux parties avaient, pour des raisons géographiques et économiques, un intérêt particulier au maintien de la paix et de l'ordre dans certaines provinces périphériques de la Perse, proclamaient les attendus du traité. Les concessions des natures politiques et économiques devaient se limiter à la zone d'influence attribuée à chacun, les deux pays ne pouvant agir de concert que dans la partie centrale qui est neutre. Il n'échappe à personne que les deux puissances cherchaient surtout à endiguer l'expansion de l'Empire allemand dans cette partie du monde. Les ambassadeurs du Royaume-Uni et de la Russie attendent le 7 septembre pour informer le gouvernement de Téhéran de la signature du traité. Les deux puissances agissent comme si la Perse était devenue leur protectorat. Les nationalistes iraniens, furieux, haussent le ton, exigeant du pouvoir qu'il met un terme à la vente du pays. La révolution des jeunes Turcs qui venaient de débuter dans l'Empire ottoman donnait des ailes à l'opposition nationaliste. Le Shah signe la nouvelle constitution et son complément le 28 octobre 1907. Et le Parlement, fort de cette reconnaissance, prépare une limitation des pouvoirs de la famille
impériale. La déviance culmine en 1908. En février, le Shah échappe à une tentative d'attentat. Tous les ponts étaient coupés entre le souverain et le Parlement. Un observateur britannique écrit peu après « Les mollahs du Nord attisent la xénophobie du mieux qu'ils peuvent. Le véritable combat est celui qui oppose le Shah aux mollahs pour le contrôle des affaires publiques. » Alors entre en scène celui que l'on attendait depuis longtemps, à savoir, je vous laisse deviner, le pétrole bien sûr. Il était environ 4 heures du matin, le 26 mai 1908, quand jaillit le premier jet d'or noir venu des entrailles de la terre, à près de 4000 mètres de profondeur. Les hommes rassemblés au forage de Majed Soleiman poussent des cris de joie, et le pétrole n'arrête jamais plus de couler. Le lieutenant de service envoie la nouvelle à ses supérieurs de façon codée. Son télégramme conseillait de relire la Bible et plus particulièrement le psaume 104 verset 15 ainsi que le psaume 114 verset 8. De la terre, il tire l'huile qui adoucit son visage et lui qui change le rocher en étang, le roc en source. Les forages qui avaient commencé en novembre 1902 sous la direction de l'ingénieur britannique George Bernard Reynolds étaient enfin couronnés de succès. Le pétrole iranien fut le premier qui jaillit dans tout le Moyen-Orient. La licence sur la recherche de pétrole, l'une de ces concessions que dénonçaient les nationalistes iraniens, appartenait au Britannique William Knox Darcy. Mais cette activité exigeait des investissements de plus en plus lourds, si bien qu'en 1905, la Burma Oil Company était entrée dans les affaires. La découverte de Majed Soleiman entraîne la fondation le 14 avril 1909 de l'Anglo-Persian Oil Company, ancêtre du géant British Petroleum. La Burma Oil Company en détient 97% des parts, le reste appartenant à son premier président, le baron Strakhona. Quelques 1000 ouvriers iraniens et 37 Européens construisent un pipeline de 138 km de long entre Majed Soleiman et le port d'Abadan sur le golfe Persique. Lorsque les travaux prennent fin en juillet 1911, le nombre de personnes employées dans l'extraction du pétrole approche 2500. Près des 2/3 étaient iraniens, formant une petite élite ouvrière. Une raffinerie fut créée à Abadan, qui fonctionne à plein régime dès 1913. L'extraction du pétrole rend indispensable quelques arrangements avec les Khanas, les potentats locaux. La compagnie pétrolière leur offre une rente de 2000 livres par an, achetant par là sa propre sécurité. Mais au vu des incessantes querelles familiales ou claniques, l'Arabistan restait peu sûr. Darcy ne se laisse pas décourager pour autant. Il écrit dans une lettre, si peu fiable qu'il soit, ils ne sont tout de même pas fous au point de tuer la poule qui leur donne ses œufs d'or. Un mois après la découverte du pétrole en Iran, les événements semblent se précipiter en politique intérieure dans la lointaine Téhéran. Le 23 juin, le Shah Mohammad Ali fait entourer le Parlement par l'armée. Une troupe de cosaques iraniens sous les ordres d'officiers russes se livre à des tirs d'artillerie. De nombreux députés furent arrêtés et certains exécutés. Mohammad Ali déclare la constitution caduque, annule la tenue des élections. Le pays tout entier se trouve au bord de la guerre civile. La résistance s'organise. Tabriz, au nord, fut prise par les insurgés. Plus au sud, les chefs tribaux de la minorité ethnique des Bakhtiar, les Khanas, qui récoltaient les richesses des contrats pétroliers, s'emparent d'Isfahan. Vous vous doutez bien que le Shah ne pensait pas la tournure des événements irait aussi vite et contre lui et dans sa défaveur. La situation alarme autant les Britanniques que les Russes.
car les insurgés dénonçaient avec force la vente bradée du pays aux puissances étrangères. Le 16 juillet 1909, les troupes de Bakhtiar se mirent en route pour Téhéran, s'alliant à d'autres mouvements nationalistes. Une semaine plus tard, elles occupent la ville sainte de Qom. Les soldats du Shah les attendent avec le soutien d'une brigade de Cosaques. Dans le même temps, l'armée du Tsar, venue de Bakou et forte de 2000 hommes, avance en territoire iranien. Le 13 juillet, quelques 3000 patriotes transpercent la ligne ennemie et entrent dans Téhéran. Le peuple leur réserve un accueil triomphal. Ils prennent vite le dessus lors des combats de rue qui suivent et 3 jours plus tard, à 8h30 du matin, le Shah Mohammad Ali et sa suite prennent la fuite et gagnent une base russe située près de la capitale, d'où ils s'exilent à Odessa. Le soir même de ce 16 juillet 1909, Ahmad Mirza, fils de Mohammad Ali, fut proclamé nouveau Shah d'Iran. Il serait le dernier souverain de la dynastie des Qadjars. Âgé de 11 ans lorsqu'il monte sur le trône, Ahmad Shah se voit adjoindre les services d'un régent, Nasser el-Molk. Vous vous doutez bien qu'à cet âge-là, il est incapable de régner. La constitution fut rétablie et à la mi-août eurent lieu de nouvelles élections. Le Parlement peut se réunir à nouveau en novembre 1909, 1 an et demi après sa dissolution. Au milieu du chaos politique, les députés votent notamment de nouvelles lois fiscales, électorales et l'instruction publique. Cependant, depuis son exil russe, Mohammad Ali n'avait pas abandonné l'idée de revenir et de reprendre son pouvoir. Il savait, comme vous certainement, qu'il pouvait compter sur le soutien de Moscou et de Londres, qu'ils ont des intérêts particuliers à reprendre le pays. En octobre 1910, les troupes britanniques débarquent sur la côte du golfe Persique et s'emparent de la ville de Shiraz. Ces intrus n'étaient pas certes les bienvenus. Un journal de Bassora écrit au peuple d'Iran: quand les étrangers, et en particulier les Britanniques, fouleront votre sol, ils vous corrompront, insulteront votre honneur. Ô peuple, quand les étrangers s'ingéreront dans vos affaires personnelles, ils massacreront vos enfants et déshonoreront vos épouses. Le conflit s'envenime lorsque Morgan Shuster, conseiller financier américain, fut nommé par le Parlement au poste de trésorier général. Chargé d'assainir les finances de l'État, il prend ses fonctions au mois de mai 1911. N'hésitez pas à envoyer ses collecteurs d'impôts aux trousses des protégés russes du nord du pays. Il écrit dans ses mémoires: les Iraniens furent surpris de voir un étranger qui ne fut pas aux ordres des légations russes ou britanniques. En juillet 1911, Mohammad Ali estime que le temps était venu pour faire son retour en Perse. Il franchit la frontière escorté par des soldats russes, mais les troupes gouvernementales purent contrer cette intrusion et refouler le Shah déchu. À la mi-octobre, une nouvelle tentative d'invasion se solde par un nouvel échec. Et Mohammad Ali s'avoue enfin vaincu. Shuster apporte un soutien résolu au gouvernement iranien contre cette agression étrangère. La réaction russe ne se fait pas attendre, puisque Moscou exige aussitôt le renvoi du trésorier américain. Le Parlement rejette avec véhémence cette ingérence dans la politique intérieure de l'Iran. Au début du mois de décembre, la Russie envoie de nouvelles troupes marcher sur Téhéran. Or, les Bakhtiars, qui représentent la majorité au gouvernement, tenaient à tout prix à ne pas donner aux Russes de prétexte pour occuper le pays. Il s'ensuit un conflit entre le cabinet et le Parlement. Les Bakhtiars étaient soutenus par Nasser el-Molk, qui continuait d'exercer l'autorité royale pour le compte du Shah. Contre l'avis du Parlement, il démet de ses fonctions le trésorier général. Ces tensions politiques débouchent finalement sur un coup d'État. Le 24 décembre 1911, les troupes des Bakhtiars encerclent le Parlement. Ce fut cette fois le gouvernement lui-même qui abolit la Constitution, alors qu'il avait lutté 2 ans auparavant pour la reconstitution du Parlement. De nombreux députés partent en exil et Morgan Shuster dut lui aussi quitter l'Iran.
Il s'ensuit une période durant laquelle les Bakhtiars et autres potentats locaux exercent le pouvoir sur la Perse. Mais ils durent finalement plier devant la pression des puissances étrangères, et en mars 1912, le gouvernement iranien n'eut d'autre choix que d'entériner l'accord anglo-russe. La même année, le Royaume-Uni décide d'équiper ses navires de guerre de nouveaux moteurs fonctionnant au pétrole et non plus au charbon. L'Europe est alors en pleine course à l'armement sur les mers. Le pétrole, comme vous le savez certainement, revêt désormais une importance capitale dans la politique stratégique britannique. En l'espace de 10 ans, la consommation nationale de produits pétroliers avait progressé de 40% à travers le Royaume-Uni. L'Iran devenait un allié plus que précieux. Le contrôle du canal de Suez permettait de sécuriser le transport maritime des hydrocarbures. Vous le savez certainement également, en 1914, le cabinet Asquith investit 2 millions de livres pour acquérir la majorité du capital de la compagnie anglo-persane des huiles de pétrole. Un homme en particulier favorise la politique pétrolière de la Grande-Bretagne. Il écrit « Il est indéniable que le pétrole présente des avantages immenses en tant que carburant pour la construction navale et de nombreux autres domaines de la marine. Cet homme, je vous laisse deviner, vous le connaissez certainement. Il est ministre de la Marine à l'époque. Il s'appelle Winston Churchill. » Comme on l'a vu, au début du XXe siècle, la révolution constitutionnelle persane a abouti à l'instauration d'un parlement, 1905-1911. La dynastie Pahlavi règne sur le pays de 1925 à 1979, période au cours de laquelle la Perse devient officiellement l'Empire d'Iran en 1935. Mais tout cela est possible que grâce à l'instauration et à la découverte du pétrole et de la Constitution au début du XXe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.